Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime le devoir de mémoire, qui aime les voyages introspectifs et qui aime surtout les acteurs qui sont très polyvalents. Et parlons donc de la nouvelle réalisation de J.C. Eisenberg. Si je ne dis pas de bêtises, sa deuxième, sa précédente n'étant jamais malheureusement sortie en France, mais pour le coup, sa deuxième, on l'a enfin dans une salle. A Real Pain de J.C. Eisenberg. Donc l'histoire, c'est celle de Benji et de David, qui sont deux cousins qui ne sont pas vus depuis un bon petit moment, et qui décident de partir en Pologne pour un voyage autour des survivants de la Shoah, puisque leur grand-mère a été une survivante de la Shoah, que c'est grâce à elle qu'ils ont pu émigrer aux États-Unis et naître américains, et ils ont besoin de se reconnecter avec elle, parce que l'un a énormément vécu de choses avec elle, et l'autre a été très attaché à elle dans son enfance. Les deux ne s'étant pas vus depuis un bon petit moment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des frictions, il va y avoir des tensions, mais il va surtout y avoir de l'amour et des souvenirs. Et pour en parler avec moi, je pense que je vais t'appeler pour des films quand même un petit peu tristes, parce que l'année dernière on avait commencé avec Sans jamais nous connaître, qui était quand même pas le genre joyeux. Et là, sur le papier, c'est pas très joyeux non plus, le film que je te convoque. Mais... C'est sûr, mais moi ça me va, ça me plaît. Bon bah tant mieux. Comment vas-tu mon cher Kevin? Ça va bien, et toi? Écoute, oui. Alors moi, j'attendais beaucoup de ce film, tout simplement parce que je suis très très fan de J.C. Eisenberg en tant qu'acteur. Et j'avoue que n'ayant pas vu sa première réalisation, puisqu'elle n'est jamais sortie en France, j'étais intrigué par cette deuxième qui était tout de même assez surprenante en termes de thématique, même si forcément J.C. Eisenberg a un relationnel particulier avec la Seconde Guerre mondiale, puisque sa grand-mère a réellement fait les camps de concentration et le film est en partie autobiographique. Et à partir de là, je me suis dit... il y a quand même un truc à explorer, il y a des thématiques à aborder, il y a une profondeur qui semble intéressante, il y a une actualité qui semble bien sûr vibrante, puisque quand on voit les sondages qui t'annoncent qu'il y a 49% des 18-25 ans qui disent ne jamais avoir entendu parler de la Shoah, il y a peut-être un truc à travailler, clairement. Je pense que la plupart n'écoutent pas en cours ou alors sont juste un petit peu trop... Ouais, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je me pose vraiment la question, mais du coup... ça prouve que aborder encore aujourd'hui le devoir de mémoire ou le travail de connexion avec justement cette partie obscure de l'histoire qui a besoin encore d'avoir des éclaircissements pour une grande majorité, et ben c'est utile. Et à partir de là, tu te dis que ce genre de film qui pourrait sembler anecdotique, voire classique, voire convenu dans sa manière d'aborder des personnages et d'aborder leur relationnel avec la Seconde Guerre mondiale, ça pourrait être voilà, un sujet facile. Ben, tu te dis que c'est plutôt cohérent par rapport à l'époque dans laquelle on est. C'est vrai. Et à partir de là, le film développe un intérêt, le film développe une envie, et on a envie de voir ce que ça donne, surtout quand on voit que le film est quand même pas mal nommé aux Oscars. Et ouais, j'avais pas vu ça. Il est nommé pas mal au niveau des acteurs notamment. D'accord, ok. Et un petit peu au niveau de l'écriture, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'il est nommé dans meilleur scénario original. Je revérifierai quand même, histoire de pas te dire de bêtises. Contexte placé, mon cher Kevin, qu'as-tu pensé de Une vraie douleur au Québec? Une vraie souffrance. Une vraie souffrance au Québec. Alors, du coup, le film, j'en ai entendu parler il y a un bon moment. J'avais vu que c'était avec Eisenberg et avec Kieran Culkin, mais je ne savais pas de quoi le film parlait, du coup. Donc quand tu m'as proposé de faire la vidéo, quand j'ai lancé le film, j'ai vu que ça parlait du coup du travail de mémoire et d'un voyage en Pologne pour voir aussi un camp de concentration, etc. Et je pensais pas que c'était ça le sujet. Alors, je l'ai vu, du coup, sans savoir à quoi m'attendre. Je vais pas être aussi, je pense, dithyrambique que toi. C'est bien ça le mot. Oui. Tout à fait. Mais après, j'ai beaucoup apprécié le film, mais mon premier rapport au film, c'était pas... j'étais pas autant impliqué dedans. Je trouvais de prime abord qu'il manquait peut-être de profondeur pour pas mal de personnages, pas les personnages principaux mais pour les personnages secondaires. Et en même temps le film est hyper intéressant et il aborde des sujets qui sont très importants et comme tu l'as dit qui sont encore d'actualité et c'est triste que ce soit encore d'actualité. Mais en même temps, le travail de mémoire, c'est quelque chose qui doit être intemporel. Hein. De toute façon, il faut qu'on le rappelle en permanence, peu importe les générations. Mais le film m'a aussi touché à une ou deux reprises.
surtout par le personnage de Kieran Culkin. Mais je pense que quand on en a parlé tous les deux avant de faire la vidéo, ton point de vue il m'a quand même pas mal fait réfléchir. Je pense que j'ai besoin d'un deuxième visionnage pour vraiment me mettre dans le film. C'était peut-être pas le bon moment pour le regarder. Mais voilà, après le film je l'ai trouvé très bien, mais je pense que j'ai pas été aussi impliqué ou touché que toi pour un premier visionnage en tout cas. Voilà. Du coup, vous l'avez compris avec son avis, mais moi j'ai adoré ce film. Je trouve sans demi-mesure qu'on est sur un petit chef-d'œuvre, sur beaucoup de points. C'est un film qui parvient à traiter de thématiques difficiles avec une forme de légèreté qui m'a beaucoup touché. Je trouve qu'au-delà d'avoir réussi à livrer un film qui parvient avec beaucoup d'élégance et beaucoup de sobriété à parler du devoir de mémoire et de l'intimité de ce devoir de mémoire aussi, c'est très compliqué de parler de l'intime face à tout ça parce que c'est vrai que, voilà, pas se mentir, le devoir de mémoire c'est quelque chose qui semble souvent tellement populaire que du coup on se dit qu'il y a une difficulté à l'intérioriser ou en tout cas à le garder pour soi. Et le film parvient à traiter ça avec une élégance et une sobriété tellement rares en abordant des personnages qui sont radicalement opposés mais en les traitant presque sur le même pied d'égalité ou en tout cas en faisant des éléments complémentaires qui ont besoin l'un de l'autre pour réussir à pleinement accomplir ce devoir. Je trouve que le film brille par une élégance de composition qui du coup moi m'a complètement déchiré en deux. Il y a des scènes que j'ai trouvées bouleversantes, il y a d'autres scènes où j'ai beaucoup rigolé, il y a des scènes qui m'ont transporté parce que je trouve qu'elles ont une légèreté qui parvient à être juste grave comme il faut pour faire en sorte de pouvoir quand même se permettre de faire des blagues derrière et pas pour autant d'avoir des blagues qui soient trop déplacées parce que encore une fois c'est un sujet où on pourrait se dire il n'y a pas de place pour la joie ou en tout cas pour le bonheur ou en tout cas pour une forme de lumière. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Après, comme tu disais, le film aborde le sujet d'une manière qui est assez originale. Souvent, le travail de mémoire dans les films, il va souvent passer par un film où on aborde directement la guerre, où on voit la guerre. Ouais, c'est ça. Si on n'est pas dans la temporalité de la guerre, on va trouver le moyen par le biais de flashbacks ou par le biais d'histoires parallèles à montrer des images de la guerre. Ouais, alors que là, c'est vraiment un travail de mémoire qui se passe aujourd'hui. Et du coup, plus de 80 ans après. Donc forcément, il y a énormément de choses qui ont aussi évolué. Et le rapport à la chose a vachement changé aussi. C'est pas pareil, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir le travail de mémoire de ce point de vue-là. Ouais. Et puis, je pense que l'objectif d'Eisenberg dans sa démarche créative et cinématographique, c'est aussi de montrer que ce devoir de mémoire, il peut se faire non pas uniquement par le témoignage de personnes qui ont vécu dans ces camps de concentration, mais aussi par le biais des personnes qui ont connu un proche ou un parent qui a été là-bas. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a ce déchirement intérieur qui va se passer dans la tête d'un personnage qui, ici, est montré comme étant... voilà, Benji et David sont deux personnes qui abordent chacun à leur manière en fait le rapport à la Shoah, parce qu'il y en a un, c'est vraiment par l'affect d'une grand-mère qu'il a énormément connue et avec laquelle il a eu une attache très particulière, et l'autre c'est par une certaine forme de distance factuelle, mais également reliée à cette grand-mère, mais qui regarde beaucoup plus avec sensation d'avoir un petit carnet entre les mains, ou d'avoir des notes, ou d'écouter précisément, ah bah oui, le guide là il nous dit que ça c'est tel statue, ça c'est tel monument, etc. Et c'est intéressant de montrer que c'est un chemin qui part de l'intérieur, mais qui est forcément lié aussi à la personnalité et à l'approche qu'on va en avoir. Et ça, c'est très fort parce que, mine de rien, encore une fois, d'un point de vue factuel, aborder le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui doit se faire dans un certain cadre, dans une certaine logique, souvent pour la plupart des gens comme moi ou comme toi, par le biais des cours, par le biais de l'apprentissage de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement, qu'est-ce qu'il y a eu comme fait important, les endroits aussi où ça s'est passé. C'est bien des fois aussi de pouvoir voyager et de se dire spontanément, je vais aller sur des lieux de recueillement où on sait qu'il y a eu la guerre et où on sait qu'il y a eu des morts ici, et c'est bien en fait de se plonger dans cette ambiance pour aussi comprendre d'où on vient et par quel passage notre histoire est passée. Et je pense que c'est ça en fait qui se traduit dans ce scénario et dans cette mise en scène. C'est une échelle de rapport aussi, hein. C'est-à-dire que moi par exemple, je vais pas avoir de personnes qui, dans mes ancêtres qui ont été dans des camps ou autres, mais le travail de mémoire il passe aussi par les générations qui ont eu des grands-parents qui ont vécu ça, donc ça se transmet aux petits-enfants par la mémoire, qui eux-mêmes vont transmettre à leurs enfants par la suite. C'est vraiment un rapport à la mémoire qui est direct pour le coup. Nous elle est très éducative, dans le sens où c'est aussi à nous
de faire le cheminement pour avoir la curiosité de se dire bah, il s'est passé telle chose, voilà, et de prendre conscience de tout ça. Et effectivement de pouvoir faire un voyage pour aller sur les lieux et s'informer, se renseigner, etc. Complètement, complètement. Et ben je te propose qu'on plonge dans l'écriture, parce qu'on va avoir pas mal de choses à aborder je pense. Donc le scénario est écrit par Jesse Eisenberg, et déjà on peut faire le lien tout de suite avec ce fameux devoir de mémoire qu'on évoque, parce que c'est vrai que c'est le centre même, c'est le centre névralgique de cette dramaturgie. L'objectif c'est non seulement de traiter du devoir de mémoire, mais du traité de devoir de mémoire par le biais de ces deux personnages, donc Benji et David, qui sont deux cousins qui sont totalement opposés, mais qu'on nous plante déjà dès le début comme ayant un relationnel très particulier. Ça veut dire qu'on nous montre que les deux ont quand même grandi ensemble, ont vécu une grande majorité de leur vie proches l'un de l'autre, ont appris à se connaître, à s'aimer et même un petit peu à se détester, mais ça je vous laisserai le bonheur de le découvrir dans son métrage. C'est même de l'équivalence. C'est une balance, une balance, mais c'est une balance comme toute approche, je pense, de relations conflictuelles, et encore plus forte lorsque, au milieu de tout ça, vous rajoutez le fait qu'on parle d'un film qui parle d'une guerre, qui parle des conséquences de cette guerre, qui parle de tout l'affect que ça a eu sur des gens à côté. C'est un film qui parle de manière très générale, en fait, de l'impact humain du devoir de mémoire. C'est très compliqué, ça semble un petit peu cryptique dit comme ça, mais disons que le devoir de mémoire, chacun, comme l'a dit Kevin avant, va l'aborder à sa manière, de manière éducative, de manière émotionnelle, de manière affective, de manière factuelle. Chacun va l'aborder avec son œil. Et je trouve que Jesse Eisenberg choisit dans cette écriture de montrer ça, de montrer que, par exemple, le personnage de Benji, c'est quelqu'un qui va aborder le devoir de mémoire par la spontanéité, par l'émotion. C'est quelque chose de très vif. C'est ancré en lui aussi. C'est ça, c'est ancré en lui. C'est-à-dire que sa grand-mère lui a dit faut que tu vives les choses, faut que tu sois hypersensible, etc. Et bah, le devoir de mémoire, il le vit comme tel. C'est une hypersensibilité qui va être tellement abrupte qu'elle va l'empêcher pleinement de juste se concentrer sur des faits et sur des instants où peut-être ça serait bien juste de prêter oreille pour savoir ce qui s'est passé à cet endroit-là, ou qui a vécu là, etc. Et par contre, David, lui c'est l'inverse. C'est l'éducatif. C'est le côté, il a le relationnel avec sa grand-mère, mais là il y vient aussi pour regarder de manière factuelle les endroits où ça a eu lieu, l'impact que ça a eu sur les gens, etc. De cartographier presque l'endroit. Il est très dans le... Comment dire, il est très en silence aussi par rapport au... Tu sais, c'est un peu comme... Toi, tu pourrais te comporter quand tu vas sur des lieux où il s'est passé des choses, tu vois. C'est vraiment des dimensions très différentes. Bah, du coup, le personnage qui préfère aller au niveau des statues et recréer la scène, machin, c'est très... c'est un point de vue qui est... C'est très différent de l'autre, et lui il est très en retrait, il fait non je préfère pas, et en même temps ça peut se comprendre, le côté rester sérieux face à ça quoi. Ouais. Moi c'est ça qui m'a beaucoup touché, c'est que bah, tu viens de citer une scène qui traduit parfaitement cela, mais c'est la vivacité d'esprit et la justesse avec laquelle Eisenberg a conçu son scénario. C'est que il aurait pu se contenter de faire un espèce de long voyage où on aurait vu de manière cryptique deux personnages qui ont des personnalités opposées, et simplement voir qu'il y a un conflit qui naît par le fait que l'un aborde la Shoah d'un certain œil et l'autre l'aborde d'un autre œil. Mais il y a une spontanéité dans l'écriture qui fait que émotionnellement en tant que spectateur, même si on pourrait mettre une distance en mode ouais bon encore un film sur la Seconde Guerre mondiale, super, ça va être sympa, et ben il amène une justesse et une forme de joie qui fait du bien. Ce film transmet du positif en abordant quelque chose qui sur le papier devrait être très négatif. Et moi c'est ça qui me plaît. Et si vous suivez un peu la chaîne, c'est ce qui m'avait également plu dans La plus précieuse des marchandises, c'est que ce ne sont pas des films qui choisissent d'aborder la guerre avec noirceur. Il y a de la noirceur là-dedans. C'est obligatoire, je veux dire, quand vous parlez d'une période où il y a des millions de gens qui ont été assassinés par une personne qui était obnubilée par cette idée qu'il fallait une race parfaite, une race, je mets encore le mot entre grosses guillemets parce que c'est ces termes, mais voilà, c'était les termes, voilà, mais parce qu'il était obnubilé par cette doctrine qui s'était mise dans la tête, et ben ça fait remettre en perspective tout ça, et ça fait forcément qu'on se dit, bon ben ça doit être noir. Et pourtant, 85 ans après, on peut se permettre de se dire, regardons ça avec plus de lumière. Essayons un petit peu de contempler ça avec un devoir de mémoire qui soit plus spontané, plus émotionnel, plus affectif, plus tendre aussi, dans le sens où on veut se connecter de manière frontale avec ça. Et Benji le fait, en essayant de se remettre en scène,
s'appropriant certaines réflexions ou certaines thématiques qui vont être liées à ça, en se disant que à certains endroits il vaut mieux se taire et à d'autres endroits il vaut mieux parler, à d'autres moments il vaut mieux avoir un geste qui va avoir une importance, et à d'autres moments il vaut mieux simplement se contenter de se taire et de se dire bah là je me recueille. Après, le côté léger ou le côté un peu drôle aussi, il passe pas mal. Alors, pas que par le côté du travail de mémoire, mais par tout simplement la relation entre deux individus, entre deux cousins, du coup. Et du coup, ils mettent pas mal en avant le passé du personnage de Kieran Culkin, et puis c'est un peu ses troubles psychologiques, etc. Donc, leur tendresse aussi, elle passe par ça. Et tu vois bien une scène où il y en a un qui est énervé contre l'autre, et pendant plusieurs scènes, pendant plusieurs minutes à la suite, ils vont pas se parler. Et au moment où ils arrivent dans un lieu de recueillement, il va le voir et puis il lui met la main sur l'épaule comme ça avec tendresse. C'est vraiment le truc qui va les rassembler. Mais du coup, il y a un peu toutes les émotions qu'on va ressentir. Passe aussi par tout simplement deux êtres humains qui ont eu des tensions par leur passé, mais pas que par le travail de mémoire aussi. Complètement. Et c'est le truc qui va les rassembler, on va dire. C'est la chose qui va les... Et pour compléter ce que tu dis, il y a un très joli travail de dialogue dans ce film. Ouais, tout à fait. Alors, il y a des longs monologues qui par moments peuvent être un petit peu complexes à aborder, je pense, mais ils traduisent une émotion qui est tellement pure, je trouve. Enfin, moi, je pense forcément au monologue de David lorsqu'il se retrouve à table sans Benji. Ouais. Ce monologue-là, il est très beau parce que déjà, on aura l'occasion d'en parler dans la mise en scène, mais il est superbement construit. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une intensité et quelque chose qui est peut-être pas de l'ordre du vécu, mais en tout cas de l'ordre d'un ressenti qui sent une forme de compréhension de ce que traverse le personnage de David. Et c'est quelque chose qui est très compliqué pourtant, ce qu'il traverse, parce que je vous le dis pas parce que ça influe sur le relationnel qu'il a avec Benji et sur pourquoi il a ce regard à ce moment-là sur Benji. Mais moi j'ai trouvé cette scène mais absolument folle, et pour moi elle traduit tout ce qui se passe dans les dialogues ou dans les interactions dans ce film, c'est-à-dire que les dialogues font réfléchir, mais également sont parfois juste spontanés et émotionnels. Et il y en a deux particulièrement où je me suis dit la vache, ils traduisent quelque chose d'absolument fou. Il y en a un qui se passe donc à ce repas, et il y en a un autre qui se passe sur le toit d'un hôtel où les deux vont parler. C'est à la fin là. Ouais. C'est. En fait, ce qui est touchant aussi, c'est le. Alors moi, c'est pas, on n'a pas eu le même rapport, mais moi, c'est pas un acteur que j'ai beaucoup vu ou beaucoup trop suivi, Jesse Eisenberg. Je l'ai pas forcément. Enfin, je l'adore pas forcément. Mais par contre, les deux scènes, et je suis d'accord avec toi, vraiment elles avaient quelque chose de très naturel dans la manière de dire les choses. T'as l'impression que ça venait des tripes. Et même il pleurait, tu vois, quand il parle, même sur le toit, il a la voix un peu qui tremble, il pleure et tout. C'est très naturel la manière de jouer, et c'était très beau, vraiment très très beau. Après moi je préfère le personnage de Kieran Culkin pour le film, mais j'ai trouvé ça très tendre. Ouais, tout à fait. Des très belles scènes, il y a des très beaux dialogues et des très beaux monologues à table aussi. C'est vrai que majoritairement toutes les discussions, tous les dialogues sont vraiment très bien construits et intelligents. Il y a toujours une réflexion derrière. C'est pas parler pour ne rien dire. Complètement. Toujours quelque chose à prendre en considération, c'est vrai. En termes de mise en scène, c'est pas un film qui est très explosif, ou en tout cas qui surprend dans sa manière de composer le cadre. En fait, moi c'est ce que je pense, j'aime de plus en plus dans la plupart des films qui cherchent à traiter de ce genre de thématique, c'est la sobriété avec laquelle les cinéastes choisissent de filmer leurs acteurs et de laisser des scènes en fait se construire autour juste du relationnel qu'ils vont entretenir les uns avec les autres. Et ici, je trouve que Jesse Eisenberg, il a vraiment réussi à capter quelque chose de très sobre. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut se reposer sur ses acteurs. Ouais. Il a toute une galerie de personnages, toute une galerie de performeurs qui vont vraiment faire en sorte de faire vivre des protagonistes qui pourraient sembler très simples, voire même limite anecdotiques. Il y a des personnages où on pourrait se dire, ouais bon, on va pas s'en souvenir. Je pense à, je sais plus comment il s'appelle, mais le petit couple de vieux qui vient pour faire son devoir de mémoire. Tu pourrais te dire, bah, on va pas s'en rappeler, à la fin, ils vont pas rester là. Et pourtant... il laisse une réminiscence parce qu'on sent que l'objectif d'Eisenberg, c'est aussi de construire un relationnel à la mémoire qui passe par le biais des différents regards en fait que chacun va avoir sur ces lieux, sur cette période, sur ces différents impacts que ça a eu. La raison pour laquelle ils sont là. C'est ça aussi, tout simplement. L'objectif, c'est aussi de découvrir pourquoi chacun a
une manière particulière ou différente en fait de vouloir venir dans ce pays pour faire un devoir de mémoire. Et je trouve que c'est beau parce que on se retrouve devant une mise en scène qui cherche le plus possible en fait à s'effacer pour construire un espèce de rapport presque intime entre ces personnages et le spectateur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est ça en fait qui m'a beaucoup bouleversé devant ce film, c'est que émotionnellement, je me suis senti très impacté par tout ce que je voyais se mettre en place devant moi. Bah après, c'est vrai que de toute façon, le plus important dans le film, c'est effectivement les personnages et les performances des acteurs, parce que tu peux pour le coup ne mettre en avant que ça majoritairement pour développer et toucher les gens. C'est à travers les personnages que tu vas développer, que tu vas écrire. Complètement. Donc pour le coup, c'est primordial. Et en même temps, si tu as pas forcément une mise en scène grandiloquente, parce qu'il n'y en a pas besoin pour ce genre de film, plus tu vas faire simple, plus tu vas faire quelque chose aussi de réaliste et de très naturel, et du coup tu vas faire quelque chose d'assez terre à terre, et donc tu vas être au plus proche des personnages. Donc le film est filmé de manière assez proche des personnages et très, très terre à terre, on va dire, tu vois, donc t'étais proche d'eux, effectivement. Et ils sont tous très bien en termes de jeu, donc c'est vrai, comme tu disais, on pourrait ne pas se souvenir du petit couple qu'on voit dans le groupe, sauf qu'en fait Diane et Marc, j'ai retrouvé, c'est Diane et Marc. N'empêche que chacun a une part dans le film où ils vont avoir droit à la parole, et du coup ils ont tous un échange qui est assez intéressant ou constructif par rapport à des questionnements qui vont probablement parfois être amenés par le personnage de Benji. La scène dans le train par exemple, chacun peut donner son avis par rapport à ce que lui il est en train de ressentir, et du coup ça donne du cachet à tous les personnages. Complètement. Donc là-dessus, clairement, la mise en scène, elle va, je suis d'accord avec toi, se reposer uniquement sur les acteurs et les laisser vraiment jouer. C'est clairement le genre d'histoire en plus, ou le genre de rôle, je pense, quand ils l'acceptent, c'est tellement touchant de faire des rôles pareils que tu vas être très imprégné, je pense aussi, par ce que tu as à faire. Je pense que tu laisses un peu parler tes émotions, ouais, c'est ce ça. genre de rôle. Bah, c'est un film qui, dans sa manière d'aborder en fait la construction d'une scénographie qui pourrait être trop criarde, en fait, la plus grande crainte qu'on peut avoir face à ce genre de film, c'est que le cinéaste se perde dans une espèce de démarche où il va être trop dans le pathos. Ouais, et où du coup l'émotion devient trop abrupte et devient presque maladroite. Moi, ce qui me dérange parfois avec certains films qui veulent être tellement à fleur de peau dans l'émotion qu'ils veulent dépeindre, que du coup ils en oublient qu'il y a une forme de retrait ou en tout cas de sobriété qui devrait naître en fait de cette démarche, et qui fait que du coup des fois tu peux te perdre par un trop plein de tire-larmes d'instants où c'est genre trop criard, ou quand on rigole on doit rire extrêmement fort, et c'est horrible ce genre de film. T'as tout à fait raison, et en plus tu vois, pour moi il y a un aspect comme ça qui va un peu favoriser le pathos, c'est la musique. Et là, en l'occurrence, le film... C'est que des musiques classiques. Exactement. Qui ont été réutilisées. Il n'y a pas de musique originale, c'est que des musiques classiques qui ont été réemployées en fait pour un petit peu jouer sur une espèce d'ambiance. Ouais, et en plus elles sont pas présentes tout le temps. Non. Donc en fait justement on laisse... Elles viennent comme des espèces de pauses en fait. Ouais, en fait c'est un peu dans les périodes transitoires. Tout à fait. Et en fait le reste du temps on laisse la place juste au dialogue et aux personnages qui s'expriment en fait. C'est surtout ça. Et à la limite il peut y avoir une scène où il y a une mise en scène qui est un petit peu plus poussée, et encore je trouve pas, mais peut-être pour une histoire d'ambiance, c'est la scène dans le camp du coup, où il y aura des plans sur comment dire, des chambres à gaz, voilà, des trucs horribles qu'il y avait, mais du coup c'est des plans un peu fixes. Et t'entends juste derrière le guide qui va dire bah là c'est ça, là c'est ça. Et il n'y a pas forcément de musique, ça va être un peu un espèce de silence aussi. Et là pour le coup, ça prend au trip. Alors mais moi ça m'a déchiré. Moi ça m'a rappelé par beaucoup de points aussi ce qui s'était passé avec la zone d'intérêt l'année dernière, dans un registre très différent, mais où t'avais pareil ce genre de pause plus vers la fin, où du coup tu te retrouvais d'un seul coup projeté dans la temporalité du film. Je l'ai pas vu, mais alors pour le coup j'ai entendu parler de ce film, on l'a eu de toute façon au cinéma, mais
de l'histoire, mais c'est pareil. En gros, t'as une scène à la fin qui se pose, je vais éviter ouais. de trop spoiler, mais en gros, il y a une scène à la fin qui se pose dans le présent et qui cherche justement à recontextualiser l'après-guerre Ouais. et qui te montre l'impact de tout ça. Cette scène-là, elle est pareil, c'est la même sobriété qu'a Jesse Eisenberg ici, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de montrer, Mm. de faire de poser comme étant un fait. Là, ouais. Voilà, c'est regarder, ça a eu cet impact-là, Ouais. et c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et je trouve qu'on ressent exactement la même chose ici, avec une sobriété beaucoup plus élégante et beaucoup moins impactante que ce n'était dans la zone d'intérêt, parce que la zone d'intérêt pour le coup est tellement froid que Ouais, ça a l'air horrible, on va dire que si A Real Pain te prend à la gorge, ouais. la zone d'intérêt elle te la presse la gorge et elle te lâche pas et tu te retrouves comme ça et t'es en mode oh, je vais canner. Donc là en fait ce qui marche c'est que c'est beaucoup plus sobre, élégant, mais pour autant ça a un vrai impact parce que en tant que spectateur et par le relationnel que tu as eu quand même avec les personnages, parce que cette scène là elle arrive quand même au bout de 45-50 minutes de Oui, film, ouais, elle met du temps à arriver. T'es déjà un petit peu plus touché en fait par le parcours de ces protagonistes et par le groupe de personnages, et du coup tu te dis vache, ça doit être dur quand même ce genre de moment pour ces personnes-là, d'être réellement plongé dans cette ambiance. Et de toute façon pour moi c'est ce qui traduit plein de scènes dans ce film, c'est que l'émotion doit être réellement quelque chose de l'ordre du détail. Cette scène du repas où David va se confier à tout le groupe, ouais. Elle est très bien parce que le seul plan entre guillemets qui ressort, c'est un travelling avant vers le personnage de David pendant qu'il parle. Oui. Et sinon, c'est que des plans fixes sur chacun des personnages. Et je me suis dit, c'est d'une sobriété, et d'une justesse et d'une beauté. C'est exactement le genre de plan que je kiffe dans ces scènes-là. Un léger travelling avant. J'adore. Parce que du coup, tu mets en avant le personnage, tu mets en avant l'acteur et tu mets en avant l'émotion. Une émotion qui va en plus venir crescendo au fur et à mesure que ça va progresser. Ben c'est une mise en scène qui te permet d'être un peu plus happé par ce qu'il est en train de dire aussi, tu sais, visuellement tu te rapproches un peu plus de lui, tu es en train de vraiment l'écouter, ça passe plus tu vois par un cadrage que par de la musique qui va vraiment, c'est une manière effectivement d'amener des émotions mais qui est beaucoup plus subtile et voire même un peu plus intelligente d'ailleurs la façon de le faire, c'est vrai. Bah, c'est là en fait qu'on sent que Jesse Eisenberg à la base c'est un acteur. Ouais. C'est un truc bête en fait, mais alors, ça peut être un vrai défaut des fois sur certains films, les acteurs qui deviennent réalisateurs. Hein. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras d'acteurs qui sont devenus réalisateurs et qui se plantent complètement dans leur démarche. Mais l'intérêt c'est que je trouve chez les Américains qu'il y a cette élégance et cette pureté qui veut que le cinéaste s'efface pour mettre en avant les acteurs. Ouais. Mais d'une belle manière, dans le sens où il ne cherche pas à trop les exposer ou à trop les mettre en avant et ainsi genre... les iconiser à fond. L'objectif c'est juste en fait de jouer avec des acteurs qui ont assez de présence, assez de charisme et assez de puissance à l'écran pour faire en sorte que la mise en scène elle soit extrêmement sobre. Et par cette sobriété que tout ressorte plus parce que ce qu'on voit dans le cadre nous impacte et nous émeut. Et paraît plus réel parce que du coup tu laisses tes acteurs un peu faire leur travail en vérité. C'est ça. Tu vois, c'est... Parce qu'évidemment, un acteur doit être dirigé, mais je pense que c'est quand même vachement un kiff pour eux de pouvoir laisser d'avoir une certaine liberté. Ouais, bien sûr. Et puis forcément, toi, en tant que spectateur, à travers ça, bah, tu vas être beaucoup plus touché aussi parce que tu sens que tout ce que tu vois est beaucoup plus vrai aussi. Complètement. Et au-delà de ça, moi je trouve aussi, c'est un point moi que j'adore, mais le film fait une boucle. Le premier plan fait écho au dernier plan. Et je trouve ça absolument fort parce qu'on te fait comprendre par le biais de cette construction que le voyage il continue. Que ce devoir de mémoire, que ce devoir de réflexion, que ce travail autour de soi, il doit continuer à avancer. Mais elle est un peu triste quand même la scène de fin. Ah bah la scène de fin elle déchire même. Le dernier plan sur son visage, c'est un peu... il iconise à la perfection en fait la puissance de ce titre qui peut être autant abordé du point de vue de ce qu'ils vont essayer de faire pendant ce film que simplement du point de vue de l'intime et de ce que le personnage vit en lui-même. Moi je trouve ça... C'est pour ça en fait que j'adore ce film et que je trouve qu'il est très parlant, c'est parce que par le biais de petits détails, par le biais de petits éléments, par le biais de trucs qui peuvent sembler anecdotiques ou sobres, il te fait ressentir énormément de choses. Et il y a une richesse et une densité qui fait que pour moi Jesse Eisenberg avec ce film, il touche ce que de nombreux cinéastes mettent des années, voire des décennies à réellement appliquer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et moi, ça me transperce. Moi, j'adore ça de toute façon. Enfin, un cinéaste arrive à faire ça, moi, ça m'exalte. Ça m'exalte. Ah bah, je peux comprendre, parce que du coup, t'as l'impression que tout est naturel. C'est ça. Et que tout ce qu'il va exprimer vient vraiment de lui, quoi. Donc, tout est très dans le détail et c'est plus intelligent,
effectivement, moi je comprends ce que tu veux dire. Après, encore une fois, il faut que je revoie le film pour peut-être me remettre un peu plus dedans. Peut-être. Mais je suis d'accord avec ton point de vue. Je te propose qu'on passe au casting, Mhm. qui est tout de même assez divers et varié dans son genre, puisqu'on passe tout de même de Jennifer Grey. Oui, Je l'ai découvert tout à l'heure. c'est bien ce que vous Je pensez, l'avais c'est pas bien la reconnu. Jennifer Grey de Dirty Dancing, en effet, la chirurgie esthétique est passée par là, c'est peut-être pour ça, on s'est Mais fait la je réflexion. suis désolé, je la reconnais pas. Mais elle est... Il y a elle. Bon, dans le groupe, il y a Kurt Ekjawan qui joue donc LOJ. Il y a Lisa Sadovi qui joue donc Diane. Il y a Daniel Oreskes qui joue Mark. Et il y a Will Sharp qui joue donc le guide James. Je trouve cette bande d'acteurs, elle est juste folle. Parce que je pense que c'est difficile de montrer qu'on a chacun un cheminement différent par rapport à ce voyage qu'ils sont en train de faire. Mm. Et pourtant, chacun, à sa manière, arrive à aborder des thématiques, un relationnel, un rapport avec la guerre qui, je trouve, est... Enfin, c'est stratosphérique à quel point ils sont tous justes, en fait. Moi, c'est ça qui m'a Ouais, transporté. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Il y a peu d'acteurs, mais ils sont tous impeccables et ils ont tous quelque chose à apporter. Et comme je le disais tout à l'heure, même si on peut en voir très peu certains, et ben, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et il y a une espèce de communion entre eux. Ils se connaissent pas, ils sont là pour un événement qui est commun. Et il y a une telle humanité qui se dégage. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils se sont jamais vus, mais ils peuvent dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. C'est Et ça. chacun va l'accepter. C'est ça qui est aussi incroyable, je trouve, parce qu'il y a une scène au tout début où ils sont tous en cercle et ils sont en train d'apprendre à... T'as À se l'impression que connaître. c'est un peu un espèce de... un truc des anonymes, là, tu Ouais, sais, le- réunion réunion des survivants Ouais. anonymes. C'est un peu ça, et chacun se présente et chacun a quelque chose à apporter. Et il y a une espèce de bienveillance qui se dégage tout le long du... très humain, c'est très humain en fait. Ouais. Moi, j'avoue que je retiendrai surtout Kurt Ekjawan qui joue donc LOJ. Ouais. Mais qui lui a un parcours très particulier hein, pour le coup, mais Ouais. je trouve que c'est très très beau la manière avec laquelle il joue son personnage et c'est très émouvant, très impactant et on sent que l'acteur a pas besoin d'en faire des caisses pour réussir à nous faire ressentir beaucoup d'émotions et moi ça m'a beaucoup touché. Et après bon bah forcément il faut parler des deux acteurs principaux. Alors bizarrement j'aurais une petite réserve sur le fait qu'aux Oscars Kieran Culkin soit nommé en tant qu'acteur secondaire. Ah, c'est vrai. Parce que je trouve Bah, que c'est lui qui porte le ressort. film. Ah bah oui. Et alors ça Clairement. c'est une réelle question, mais oui je trouve que Kieran Culkin est hallucinant du début à la fin de ce Je métrage. suis bien d'accord avec toi. Je trouve qu'il est déchirant de justesse, c'est un acteur qui a galéré, qui galère encore aujourd'hui, on va pas se mentir, à décrocher des grands rôles ou Ouais. des gros rôles, C'est clair, on le voit pas beaucoup. Hein. alors qu'il est doué. Il est tellement talentueux. Il est Ouais, doué. je suis d'accord. Merci Succession de l'avoir remis sur le devant de la scène, hein, parce que si la série n'était pas passée par là, je pense qu'encore aujourd'hui, on n'aurait pas Kieran Culkin Eh, qui je connais pas porterait cette Real série. Pain. Si Succession. tu as l'occasion de regarder Succession. Pour certains, c'est la meilleure série de tous les temps. Wow, carrément. Breaking Bad, les gars, s'il vous plaît, Breaking Bad. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Ah, Mais- non, je suis pas d'accord. Mais... Kieran Culkin, en tout cas, ici, est juste hallucinant. Il est parfait. Moi, je le trouve super. Moi, je trouve que Ouais. Jesse Eisenberg est également très très bon. Mais, et c'est ça que je trouve fort, c'est qu'en tant que réalisateur du film et donc acteur qui partage l'affiche avec Kieran Culkin, il arrive très bien à s'effacer. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Il y a certes des scènes où il ressort et où il brille, mais je trouve que pour une fois, je trouve qu'il y a une phrase sur l'affiche dite par un média qui est vraie. Jesse Eisenberg fait briller Kieran Ah Culkin. oui, c'est très beau, j'avais pas vu ça. Et je trouve que pour une fois, j'ai envie de citer cette phrase sur l'affiche du film, elle est vraie. Il le fait réellement briller en l'accompagnant C'est par le bien- biais d'une c'est bien interprétation résumé, qui est ouais. très élégante, Ouais. mais qui est en retrait par rapport à Kieran Culkin. Ouais, carrément. Oui, Et- bah oui, parce que du coup, on a quand même beaucoup plus d'informations sur son personnage à lui. C'est lui qui va ressortir beaucoup plus dans le film, c'est vrai. C'est ça. Donc effectivement, c'est un peu étrange que il soit cité comme acteur secondaire. Oh oui, mais Ouais, tu c'est sais, un peu étrange. c'est pas grave. Et c'est- cette phrase, elle résume très bien. C'est pas mal. Mais tu sais, il y a des gens, j'ai jamais compris pourquoi au Golden Globe, Zoé Saldana était nommée en tant qu'actrice secondaire pour j'avoue. Emilia Pérez. Enfin, Ok. voilà, il y a des accords. Mais en tout cas, voilà, pour faire simple, bon, déjà, moi je suis persuadé qu'il va repartir avec la statuette aux Oscars. Moi j'ai envie Ouais. de lancer un gros pari Mhm. parce que pour moi ça semble évident. Mais au-delà de ça, je trouve que Kieran Culkin est vraiment l'acteur qui ressort de ce long métrage,
qui est réellement impressionnant, qui bouleverse aussi. Il y a des scènes où il est réellement déchirant. Et Jesse Eisenberg parvient à parfaitement accompagner cela avec un jeu qui rappelle beaucoup de rôles qu'il a joué par le passé, sans que pour autant on se dise c'est une réminiscence ou c'est une facilité de sa part de réinterpréter le personnage de cette manière-là. Et du coup, je trouve que les deux, ils forment un duo de cinéma qui est réellement impressionnant. Moi, qui va me rester en tête, je pense, pendant l'année 2025. Je pense que quand j'arriverai au bilan de l'année, je garderai ces deux interprétations en tête. Enfin, vraiment, ouais, enfin, les deux, moi, m'ont bouleversé et m'ont réellement impressionné du début à la fin du métrage. Moi, je suis d'accord avec toi, il y a une bonne osmose en fait, les deux, la chimie elle marche très bien entre les deux acteurs. Après, c'est vrai que la palette d'émotions de Heisenberg elle est peut-être moins forte, mais c'est aussi le personnage qui veut ça, et du coup, le fait qu'il soit un peu plus en retrait n'enlève pas le talent qu'il peut aussi montrer à l'écran, parce que du coup, le peu de scènes où il va un peu s'énerver ou un peu dire ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, bah, il est très fort. Après, effectivement, comme je l'ai répété, moi j'ai préféré du coup le personnage de Kieran Culkin parce que c'est un acteur que je connais, mais que j'ai pas forcément l'habitude de voir beaucoup au cinéma. Et donc, c'était, je pense, le premier rôle où je le voyais avec autant d'investissement. Et il a quelque chose dans le regard. Du coup, son personnage, il est hyper complexe parce que, bon, déjà, son rapport avec son enfance, avec sa grand-mère, avec le travail de mémoire, comme on l'a dit, et puis il a aussi des problèmes psychologiques, clairement. Mais du coup, il passe, c'est un peu des montagnes russes. Ah bah, je fais pas dire. Et du coup, je trouve que ben, la toute dernière scène, donc, qui fait un plan sur son visage, il y a un truc dans son regard où tu sens de la vraie souffrance. En plus, quand le film se termine, le titre s'affiche à côté de sa tête. Et il a un truc dans le regard qui est... ouais, il y a beaucoup de peine, en fait. Et vraiment une profonde tristesse. Et en même temps, il essaie de faire des sourires. On le voit quand il regarde les gens passer et tout. Mais je trouve qu'il n'a pas, même des fois, besoin de dire quelque chose. Je trouve que ça se voit, ça se lit sur sa tête, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, très fort. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de A Real Pain? Alors, du coup, un film qu'il faut absolument que je revoie dans de meilleures conditions. Et puis, du coup, même si j'ai pas eu le même rapport que toi au film, quand même très bon film, très intéressant, très intelligent, à voir ne serait-ce que pour le travail de la mémoire et l'angle pour lequel il va traiter le sujet. Pour la performance des acteurs, surtout parce que ils ont fait quand même un boulot hyper fort. Et puis ouais, pour tous les sujets qu'il aborde, à voir absolument. Donc toi, comme tu le disais, un très grand film pour toi. Donc en fait, moi mon point de vue c'est que voilà, je l'ai vu pour la première fois. J'ai pas été autant touché, n'empêche que ça reste un très bon film avec des sujets très intéressants et très importants. Donc il faut le voir. Il faut le voir, c'est important de le regarder. Il est pas très long en plus comme film. Donc très important de le regarder. Voilà. Je ne vais pas rajouter grand chose. Tu as dit tout ce qu'il fallait. Moi, je serais beaucoup plus appuyé sur le fait que c'est vraiment important de voir ce film. Parce que ça va être un des grands films de l'année 2025. Ça, c'est indéniable. Même si pour les Américains, c'est déjà un grand film de l'année 2024. J'espère en tout cas qu'il va marcher. Nous, il sort au mois de février, mais j'espère qu'il va avoir le public qu'il mérite en tout cas. Ah bah moi j'espère qu'il va trouver son public parce que ce film le mériterait, ce film est grand, ce film est brillant, ce film c'est la maîtrise d'un cinéaste qui porte son sujet, qui porte ses acteurs, qui porte sa mise en scène. C'est un... Et qui porte beaucoup de... qui porte beaucoup de poids sur ses épaules. Non mais c'est vraiment un très très grand film. Moi je veux vraiment que vous alliez voir A Real Pain de Jesse Eisenberg parce que c'est un essentiel de ce début d'année, c'est un brillant moment de cinéma, c'est un moment de maîtrise, c'est un moment fascinant, c'est un moment qui transmet beaucoup d'émotions avec sobriété, élégance et qui en même temps arrive à toucher, à impacter, à faire rire, à émouvoir, à faire réfléchir, à recontextualiser aussi l'époque dans laquelle on est, le devoir de mémoire, l'impact que ça doit avoir sur la mentalité des gens, etc. Enfin, c'est essentiel réellement pour moi de voir A Real Pain de Jesse Eisenberg. C'est peut-être le mot essentiel ouais. Pour le sujet. Oui, clairement. Parce que du coup, encore une fois, même des décennies plus tard, le contexte actuel
de notre monde fait que c'est encore important de regarder et d'avoir vraiment un rapport à la mémoire, du travail de la mémoire. C'est très important. Donc, à aller voir. Et bah c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais j'espère très vite Mhm. pour de nouvelles aventures autour du cinéma. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera Toujours. pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Bon, on va rouvrir un bouquin d'histoire Avec plaisir. et on va en filer un au 18-25. Putain, on va filer un bouquin d'histoire.